Émotion à l'aquarium après la saisie des 2 tortues de l'établissement. Elles étaient détenues illégalement. Les reptiles ont été relâchés en mer. Le directeur de l'aquarium conteste avoir été dans l'illégalité. Et les négociations avancent à pas de tortue à Capesterre-Belle-Eau. À l'issue d'une journée de discussion, seul un point des revendications a été acté. Le reportage de Karen Diamant dans ce journal. Et quoi de mieux qu'une classe nature pour prendre conscience de la fragilité de celle-ci. Les jeunes Abimiens ont visité le site Taonaba pour apprendre les gestes éco-citoyens. Vous écouterez leurs réflexions dans cette édition. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. C'est l'incompréhension totale à l'aquarium du Gosier. 2 tortues habituées depuis 10 ans à leur bassin ont été saisies par les agents de la police de l'environnement hier matin dans des conditions que déplore le directeur de l'établissement. Selon le procureur, ces 2 animaux étaient détenus de manière illégale. Reportage Bénédicte Jourdier. Il ne reste plus que les poissons dans ce grand bassin. 2 tortues marines qui vivaient ici depuis 10 ans ont été saisies jeudi matin. Tous les enfants sont très déçus puisqu'on arrive face au bassin avec toutes les informations et il n'y a plus de tortues. Donc ils ne comprennent pas. Donc faut leur dire pourquoi. C'est pas facile, c'est des enfants. Donc comme le départ a été quand même très violent. Sur ces images, filmées hier, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui capturent la première tortue. Et c'est le directeur de l'aquarium, Philippe Godoc, que l'on entend. Vous êtes vraiment des malades. C'est l'incompréhension complète. Je ne sais pas ce qui s'est passé et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui nous est reproché. Il n'a été signifié aucune décision de justice. On ne nous a absolument rien expliqué. Selon le procureur de la République, les reptiles auraient été détenus illégalement par l'aquarium de Guadeloupe. Dans le cadre d'un plan de contrôle conjoint qui a été défini de manière pluriannuelle par le préfet et le procureur de la République en matière d'environnement, il avait été porté à notre connaissance que cet aquarium détenait des animaux de manière illégale, à des fins en tout cas commerciales, puisque c'est le cas en l'espèce, est tout à fait illicite. Une information connue seulement très récemment, selon le procureur. Le directeur de l'aquarium, lui, assure qu'il a l'autorisation de détenir ces tortues qui proviennent du centre de soins. En 2006, l'administration qui a tout piloté nous a demandé, quand je dis l'administration, c'est la DEAL d'hier qui s'appelait la DIREN et la DSV, nous ont demandé de présenter des tortues marines à l'aquarium. Pour cela, j'ai dû passer un certificat de capacité qui m'autorise à avoir des tortues en captivité pour les présenter au public. J'ai eu en 2007 cette autorisation et dans les attendus de cette autorisation, tout est détaillé. Donc tout ça, ça a été fait dans la plus grande transparence et tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un décide que ça n'allait pas. Mais je ne peux pas vous dire ce qui ne va pas. Je ne sais pas. Elles ont été relâchées dans le milieu naturel, au plus grand désarroi de Philippe Godoc, directeur de la structure, et du reste du personnel de l'école de la mer. La solution qui aurait été envisageable et intelligente à mon sens, c'était effectivement qu'on soit informé de cette saisie et qu'on puisse collaborer avec l'ONCFS puisqu'on travaille avec eux. On est centre de soins des tortues marines, on est habilité par l'ONCFS à soigner les tortues. Donc il est bien évident que si on avait été informé de la décision, on a un centre de soins, on aurait pu mettre les 2 tortues dans les bacs du centre de soins, les réadapter tout doucement à une prise d'alimentation éloignée de la main de l'homme, on va dire. Bien évidemment qu'une tortue est mieux en milieu naturel qu'en milieu de captivité. Mais encore une fois, c'est l'administration, c'est les autorités qui nous ont demandé de mettre ces tortues dans l'aquarium il y a maintenant en 2008, justement pour sensibiliser les Guadeloupéens qui, à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, on mangeait les tortues encore en Guadeloupe et qu'on continue de voler les œufs et de les manger. Donc tout ça, c'est dans un programme global en fait, d'information et de sensibilisation des habitants. Les différents acteurs attendent des explications. Alors que le mois de juin correspond à la pleine saison des sorties scolaires, les visites à l'aquarium s'achèveront sans la rencontre avec les tortues. Et les négociations avancent lentement à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Seul un point a été signé depuis ce matin 5 heures. Le maire Joël Beaugendre a néanmoins tenu sa promesse en restant à la table des discussions. Le prochain rendez-vous est prévu lundi à 9 h. Reportage Karen Diamant. Après d'interminables discussions, les choses semblent se dénouer tout doucement pour les agents municipaux de Capesterre-Belle-Eau.
faut nous ouvrir la négociation. C'est vrai que nous entre 5 fois, mais là pas vine, bon pour plusieurs raisons. Mais nous tous les deux contents de voir nous c'est une façon de négocier. Mais c'est vrai aussi nous commençons à négocier à 9h du matin et nous finissons à 5h du matin. Donc nous négocions toute la nuit. Mais et nous arrivons à conclusion point qui c'est un point sur la harmonisation des quotas. Vous avez dit qu'en dit dans la commune là, il y a des gens qui étaient à 22h, des gens qui étaient déjà à 16h que nous te mettons à 22. Et à 22h, nous connaissons un peu le niveau de salaire à ces gens. Ça sont une situation très précaire. Et à l'UTC, l'UGTG, singulièrement l'UGTG, la précarité, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc c'est pour ça que nous prenons le temps qu'il faut. C'est vrai que ça coûte nous, c'est pas grave. Mais je dois nous sûr que nous sortons bien et travailler capacité à compter des jeux de là, il peut dire qu'ils commencent à sortir dans la précarité. Bien que ce premier point ait été signé, il en reste tout de même 12 à négocier. La revalorisation des tickets de restaurant, de toute façon, nous dit ça dans le grand nous, et nous avons fait l'entrée en Guadeloupe, c'est ça. Il faut que les communes de là-bas aient les moyens pour les minimum 20 tickets. Bon, 20 tickets à 8 €, bon, c'est négociation, mais préalable c'est déjà 20 tickets à 8 €. Bon, après, nous négocier, nous mais on ne peut pas travailler 12 tickets, 13 tickets, qui travaillent au moins 22 jours. Donc, il faut nous 20 tickets à 8 €. Ensuite, nous avons aussi la reconstruction de carrière. Nous avons une série d'agents qui victimes de carrière par jour. Donc, la reconstruction de carrière pour ces agents-là. Et après aussi le régime indemnitaire. Des discussions qui se sont déroulées dans une ambiance plutôt détendue. Nous avons un médiateur quand même entre nous. Et nous étions là, nous étions aussi direction LTCT là, avec les camarades de la section. Donc ça passait bien, puisque si il partait bien, nous partions jusqu'à 5h du matin, nous étions en classe certainement au courant de la soirée. Donc si nous arrivons jusqu'en bout, c'est que nous en calme, nous très attentionnés. Et nous voulons donc nous penser que ça va continuer comme ça la semaine prochaine. Donc grève là va continuer quand même. Et grève là va continuer parce que nous pouvons signer pour le faire un conflit. Après des débuts que nous qualifierons de chaotiques, le conflit de Capesterre-Belle-Eau se dénouera dans les jours à venir. La reprise des négociations est quant à elle prévue lundi prochain à 9h. Et la commune de Capesterre-Belle-Eau est plongée dans le noir depuis cet après-midi. En cause, un incident technique survenu à la centrale EDF. Les pompiers et plusieurs agents s'affairent à rétablir le courant qui est coupé sur l'ensemble de la commune. Il faudra donc vous armer de patience si vous habitez à Capesterre-Belle-Eau. Des images signées Karen Diamin. Au centre commercial Millénis avait lieu le forum des associations éco-citoyennes et des acteurs du développement durable. Les élèves de différentes écoles ont été initiés à l'éco-citoyenneté. Choisis comme ambassadeurs de l'écologie, ils ont donné une représentation sur le thème du réchauffement climatique en présence de Bénédicte Jourdier. On regarde. Ces timouns-là présentent leur mini-pièce de théâtre au centre Millénis, une pièce pour sensibiliser au réchauffement climatique. On a présenté la rivière pour dire aux gens de ne pas la polluer parce que c'est grâce à elle qu'on a de l'eau dans nos robinets. Il ne faut pas polluer la Guadeloupe, nos rivières, nos plages, nos mers parce qu'on a une belle île. Dans le cadre d'une journée de l'éco-citoyenneté organisée aux Abîmes, plusieurs acteurs du développement durable, plusieurs associations étaient réunies, notamment l'association Digazon qui incite à réparer les vélos plutôt que de consommer. Réparer le vélo, ça permet de faire de l'insertion, des jeunes vont s'y trouver. Monter à vélo, vous êtes dans l'écologie, d'accord, pas de gaz à émission de fer. Et faire du vélo, c'est la vie. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport à la santé de notre planète, il est beaucoup plus encourageant de dire aux gens, écoutez, essayez de moins polluer. Faites du vélo et vous verrez que ça ira mieux. Mieux gérer l'environnement et mieux l'appréhender, c'est aussi l'objectif de Guy Gabon qui a travaillé avec 15 classes de l'archipel sur les risques de la montée des eaux. C'est un projet artistique qui a eu le label COP21 que j'ai imaginé pour sensibiliser différents publics à la question de la montée des eaux et de son impact sur notre littoral et sur nos vies quotidiennes et qui est déjà prégnant aujourd'hui. Déjà, je pense qu'il faut maintenant comprendre qu'on ne peut plus habiter au bord du littoral, qu'il faut changer aussi nos modes d'habitat et ne plus non plus construire dans des zones inondables. Donc, et aussi intégrer dans notre quotidien la gestion du risque, intégrer le risque et savoir en cas d'inondation quelles sont les choses à faire, comment réagir
Voilà, c'est ça pour moi aujourd'hui, la citoyenneté, c'est être conscient des risques dans lesquels voilà, on vit au quotidien. L'association des donneurs de sang des Abîmes était là aussi, comme de nombreuses autres structures présentes jusqu'au 11 juin. Même les abeilles ont fait le déplacement. Quel est le rôle de la femme dans la société guadeloupéenne et comment sa demande légitime d'émancipation est vécue? Une association nommée Tikanim a décidé de retracer son histoire d'hier à aujourd'hui. Karine Pounga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de cette association Tikanim et vous organisez demain la manifestation Flamme Femme qui mettra la femme antillaise à l'honneur sur le site Paradest Village de Montebello à Petit-Bourg. Est-ce que vous pouvez nous retracer d'abord un peu l'histoire de votre association et les motivations qui vous ont poussé à la créer? Déjà, bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs de la TV. En effet, nous avons créé cette association puisque nous voulions défendre et revaloriser en fait le patrimoine et la culture guadeloupéenne à travers des actions telles que l'animation à travers les campagnes afin de les redynamiser et créer le lien intergénérationnel. Quels seront les temps forts de cette journée? Parce que c'est prévu demain au Paradest Village. Donc en fait, nous avons prévu 2 gros temps forts. De 9h à 15h, nous allons recevoir le public avec des professionnels de la beauté, du bien-être, de l'esthétique, de la production locale et de l'artisanat d'art. Donc ils auront des ateliers comme comment manger local et comment maigrir avec le régime créole. Nous aurons avec Madame Vainqueur Nathalie. Nous aurons aussi d'autres ateliers, danse, zumba, autour de la peinture, autour du culinaire avec Mme Lucie Moïseau, qui va nous montrer comment préparer le jacquier. Un tas de bonnes choses. Et en simultané, nous aurons aussi un village appelé Bambino pour les petits, de 2 à 18 ans, qui permettront aux parents de jouer complètement des stands qu'on leur a proposés. Donc ils verront autour de cela comment créer des objets traditionnels, les jouets et les jeux traditionnels. Ils seront pris en charge totalement de 9h à 15h. Et le grand temps fort, à 18h, commencera le débat-conférence sur l'évolution de la femme guadeloupéenne, suivi d'un dîner-spectacle avec nos artistes comme Femme Kika, Gustave Icam, Silencieux, Vital Cas, qui est un petit groupe de Petit-Bourg en plein essor. Nous allons recevoir Madame Sarah Odsalbo dans son show de culturisme. Et nous allons terminer avec NP Academy qui présentera un show avec le body painting. Alors, Karine Pounga, on connaît le modèle de la femme potomitan, mais pas celui de Flamme Femme. En tout cas un peu moins. Est-ce que vous pouvez définir cette femme, Flamme-Femme? Donc cette femme, Flamme-Flamme, c'est cette femme qui, depuis tout temps, et qui a hérité un peu de l'Afrique, cette femme qui a toujours voulu se battre, qui ne s'est jamais sentie vaincue, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se présentait à elle. Donc elle a reçu ses forces de l'Afrique, mais aussi de d'autres continents. Et elle a toujours pallié à être proche de ses enfants, proche de l'éducation, proche du devenir des enfants, qui fait que l'éducation pour elle était primordiale. Elle ne s'est jamais laissée accabler. Et jusqu'à aujourd'hui, on retrouve encore ces femmes d'Ubud qui... parce que de plus en plus, on constate qu'il y a des organisations qui se font justement pour parler de ces problèmes. En quoi se démarque-t-elle de la femme potomitan? Donc la femme potomitan, c'est un petit peu la femme, disons, prenons plutôt le terme potomitan, qui est le terme figé, d'accord? Et beaucoup de personnes revendiquent un peu ce mot. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons mis Madame Gaspard Mérida à l'honneur et marraine par rapport à cela, qui a revu un peu ce dicton et qui a proposé aujourd'hui la femme Rose Cayenne, qui est peut-être plus souple, qui est celle qui est debout dans cette maison, mais qui est aussi debout dans la société, qui lutte pour pouvoir arriver, au niveau du peuple, mais au niveau aussi de ses enfants. Plus émancipée peut-être? Plus émancipée et plus accessible. Quelles sont ses valeurs à cette femme? Est-ce que vous avez l'impression que la jeune génération s'est appropriée cette image et refuse justement ce concept de la femme potomitan? Alors je dirais que cette jeune population, justement, c'est celle qu'on vise, puisqu'elle a beaucoup été
disons qu'elle a été influencée par le monde extérieur. Donc, aujourd'hui, nous essayons, tant bien que mal, de les recentrer vers ce qui est notre culture, ce qui est notre patrimoine, mais aussi le devenir de ces jeunes à travers la nouvelle technologie, mais que nous prenons en charge, que nous prenons à bras le corps pour pouvoir faire le chemin aussi avec eux dans un terme intergénérationnel. Alors, votre association Tikonim, je le rappelle, organise demain Flamme Femme sur le site de Paradès Village à Montebello, à Petit-Bourg, toute la journée. Donc, c'est Flamme à Femme. Donc, oui, effectivement, sur le site Paradès Village, Montebello-Petit-Bourg, chemin de la Rivière. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Les élèves du lycée Chevalier de Saint-Georges ont été honorés aujourd'hui lors d'une remise des prix au Vélodrome de Gourdeliana à Bemao. Moïse Dexter, notre reporter, était également présent. On regarde ensemble son reportage. À l'instar de Pointe-Noire, de Sainte-Anne, de Basse-Terre et de Marie-Galante, le lycée Chevalier de Saint-Georges a lui aussi tenu à honorer ses élèves les plus méritants. De recevoir le diplôme aujourd'hui, ça prouve que j'ai travaillé tout au long de l'année, que j'ai pas arrêté, j'ai pas abandonné et maintenant je le reçois. Ça me motive beaucoup en sachant que aujourd'hui je suis deuxième de ma classe et maintenant je vise la première place. Pour ça, il faudrait que je travaille encore, mais ça va venir. Le prix que j'ai reçu aujourd'hui, c'est le prix de la fourniture de la Maison de droits de l'homme, l'égalité d'entre la vie de la femme. Ça représente beaucoup pour moi au niveau d'égalité femmes et hommes. Ça découvre beaucoup d'actualités futures au niveau de filles et hommes. Après l'effort, le réconfort, le proviseur de l'établissement entendait donner tout son sens à la cérémonie d'aujourd'hui. C'est un grand moment pour le lycée par rapport à une action qui s'installe dans une dynamique. Depuis 4-5 ans, le lycée a un projet de mettre en avant ce que font les élèves. Et aujourd'hui, je pense que par rapport à notre progression, on devrait pouvoir aujourd'hui couronner nos meilleurs élèves qui ont eu les meilleurs résultats, tant au niveau scolaire qu'au niveau des différents concours, voire des compétitions sportives où nous avons pu participer. C'est un retour, je dis pas aux méthodes anciennes, aux valeurs qui portent l'excellence d'une société. Nous avons une société qui est souvent décriée, notre jeunesse qui est souvent décriée, et je crois que c'est le moment pour montrer, mettre en avant la capacité, le potentiel de la jeunesse guadeloupéenne à travers ce que font les élèves au lycée du Chevalier de Saint-Georges. Et je crois que l'espoir de demain, voir la Guadeloupe autrement demain dans une perspective de réussite, c'est une belle illustration cet après-midi. De l'ambition pour son établissement, il en a. Et lorsqu'il déploie sa palette de formation, c'est aussi pour séduire tous ceux qui veulent, par un métier ou par le sport, donner une belle chance à leur vie. Nous avons l'expression du nautisme, nous avons la mécanique auto, mais nous avons aussi le cinéma audiovisuel. Et je crois que ce qui caractérise le lycée en ce moment, c'est la dimension sportive où, dans le bassin, nous avons proposé aux élèves qui veulent être demain, je dirais, professeurs de DPS, qui veulent être cadre dans le sport, qui veulent être médecin du sport, de rentrer en SAPSA-Fouillol avec une formation beaucoup plus précise. Nous avons aussi cette année, nous avons ouvert la section football en lycée, ce qui est nouveau, après la section basket et la section natation. Je pense que ce lycée est dans une dynamique de vraiment de prendre en compte la différenciation de toute cette jeunesse, mais je crois aussi, il faut signaler aujourd'hui, nous venons de signer une convention avec une université de Grenoble pour que nos élèves de BTS puissent en électronique et informatique pour suivre en classe d'ingénieur de l'apprentissage. Le lycée Chevalier Saint-Georges souffre cependant d'un handicap, c'est celui de lycée ouvert à tous ceux qui n'en peuvent. Du coup, le message principal du corps enseignant se décline en 3 temps forts: travail, travail et travail. Il y a 2 types d'élèves. Il y a les élèves qui viennent au lycée parce qu'il faut qu'ils soient là. Il y a d'autres qui viennent au lycée pour réussir. Tous les élèves qui viennent au lycée pour réussir, s'ils sont encadrés par des référents bien encadrés, ils vont s'en sortir. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des élèves qui sont plus là par défaut ou par souffrance. Ces élèves-là, il faut en faire autre chose. Et pour les réinsérer dans le système scolaire, c'est vraiment difficile. Donc il faut d'autres choses à côté que l'école. Il faut qu'il y ait des choses pour les motiver et pour les soustraire peut-être au mauvais comportement qu'il y a à l'extérieur. Couper les élèves des mauvaises offres de la société, maintenir leur attention par des moyens appropriés, c'est ainsi que le lycée Chevalier Saint-Georges entend figurer dans les prochains palmarès.
Restez avec nous. Dans un instant, les jeunes abîmés à la découverte de leur patrimoine naturel sur le site de Taonaba. Et puis nous assisterons à la masterclass organisée dans le cadre des rencontres autour du piano. La Banque alimentaire a besoin de vous jusqu'à demain. Les bénévoles seront dans les supermarchés pour collecter riz, pâtes et autres denrées alimentaires à la sortie des caisses. Notre équipe a rencontré l'une de ces équipes aux Abîmes. On regarde le reportage de Bénédicte Jourdier. Une brique de lait pour la bonne cause. Ce monsieur n'a pas hésité à faire un don pour la Banque alimentaire. J'ai donné parce qu'il faut partager. Il y a ceux qui sont encore dans de grandes difficultés. Donc pour cela, il faut quand même venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et aussi, c'est une manière aussi pour moi de reconnaître le travail important que font les bénévoles de la Banque alimentaire. Donc c'est la solidarité. Solidaire pour les plus démunis de la Guadeloupe. Les bénévoles vous attendent dans les différents centres commerciaux de l'archipel, ici à Milénis. Pendant ces 2 jours, la Banque alimentaire attend que le public nous aide à fournir de quoi sustenter, enfin du moins restaurer les gens démunis, les démunis de Guadeloupe. Je dis bien les démunis de Guadeloupe. Toute personne habitant en Guadeloupe et qui rencontre des difficultés à se nourrir, eh bien la Banque alimentaire vole au secours de ces gens-là. Je tiens à dire tout de suite que notre collecte, le fruit de notre collecte ne part pas à l'étranger. En juin dernier, l'association avait collecté près de 48 tonnes de denrées. Cette année, il vise les 55 tonnes. Les principaux aliments que nous attendons bien sûr des aliments qui peuvent être facilement conservés. Donc en majorité des conserves de légumes, conserves de poissons, conserves de viande et éventuellement aussi d'autres choses, du café, des aliments plaisir, chocolat, de la farine, du riz, mais enfin c'est sûr que les Guadeloupéens aiment le riz et les haricots rouges par exemple, mais les légumes secs aussi. Nous attendons aussi qu'on nous donne des produits qu'on peut facilement conserver. Voilà. L'association espère aussi inciter davantage de volontaires. Il a été le premier rédacteur en chef de RCI à la Martinique avant de poursuivre sa carrière en Guadeloupe, où il fut notamment correspondant de Radio Antilles, du quotidien Le Monde et de RTL, avant de rejoindre le monde de l'audiovisuel à RFO et à France Télévisions. Aujourd'hui, il revient sur les années qui ont marqué la radio la plus écoutée de la Guadeloupe. Je parle d'RCI, Radio Caraïbes International. André Berton, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes donc journaliste. Votre livre RCI, Radio Caraïbes, Carnet secret, a été publié chez Caraïbes Éditions. Racontez-nous. Un éditeur antillais, naturellement. Un éditeur antillais. Racontez-nous un peu comment cette radio est devenue la plus écoutée de la Guadeloupe et de cette région. Ça n'était pas gagné lorsqu'elle est créée, lorsqu'elle commence à émettre en 1961 à Sainte-Lucie. En face, il y a la radio d'État. Ce n'était pas encore des radios de service public. La télévision n'existait quasiment pas. C'est la radio d'État, quasiment sans information, une information extrêmement contrôlée par le pouvoir gaulliste de l'époque. Donc c'est un véritable combat que vont livrer les différents patrons de cette radio et surtout, naturellement, les journalistes et les animateurs de cette radio au fil des ans. Donc 61, c'est la première émission, puis la radio passe en Martinique. Quelques années plus tard, elle met le pied en Guadeloupe, où donc on sait ce qu'elle représente aujourd'hui. Comment la station a-t-elle réussi justement à résister aux pressions économiques et puis politiques ? Je veux dire, ce sont les hommes, c'est une histoire humaine. Les patrons parfois de cette radio avaient envie d'être en phase, si j'ose dire, avec le pouvoir en place, par exemple, ou le pouvoir économique, mais ce sont des journalistes qui se sont battus, et pas seulement des journalistes d'ailleurs, ce sont d'autres personnes beaucoup plus anonymes parfois qui se sont battus pour que cette radio ait une certaine notoriété. Et parfois, lorsqu'on parvient à avoir une certaine audience, eh bien, on passe au-delà, on arrive à passer par-dessus toutes les contraintes que vous évoquez.
Mais justement, ils ont réussi à conquérir, je dirais, le cœur des Antillais, des Guadeloupéens. Ouais. Ils ont imposé le créole à un moment donné, les premiers à le faire. Ouais, tout à fait. En Martinique, à l'époque, oui, tout à fait. Et il y a une autre anecdote. Par exemple, un homme comme Aimé Césaire n'était jamais passé à la radio. On ne parlait pas de lui dans France Antilles non plus. Eh bien, j'en suis assez fier d'ailleurs. C'est moi qui ai réalisé la première interview d'Aimé Césaire à la radio. On a fait une émission d'1 heure. Et j'aime autant vous dire que c'était une véritable explosion à la Martinique où de nombreuses personnes n'avaient jamais entendu la voix du député maire de Fort-de-France. On apprend aussi quelques secrets, je crois, dans ce livre. Oui, d'où son titre, Carnet secret. Bon, je vais vous citer 2-3 anecdotes. Par exemple, peu plutôt se souviennent qu'à Saint-Martin, il y a eu à une époque une radio qui s'appelait RCI 2. Elle a disparu à travers un énorme scandale dont le principal personnage est quelqu'un qui est bien connu aujourd'hui dans d'autres scandales en France, qui est Patrick Balkany. Autre anecdote, en Martinique, un jour, un journaliste est recruté et personne ne se rend compte que c'est un des dirigeants du Front National. Il sera reconduit assez rapidement et discrètement à l'avion. Quel épisode vous a le plus marqué? Parce que vous avez été rédacteur en chef à RCI Martinique. Alors, il y a de nombreux épisodes, mais s'agissant de la Guadeloupe, il y a bien entendu l'attentat contre la Tour Cécile. À l'époque, il y a 2 jeunes animateurs qui sont là la nuit, dont Gino Bordin, et qui réchappent de peu à cet attentat. Donc RCI, à ce moment-là, disparaît complètement. Les trois étages de la Tour Cécile disparaissent dans l'explosion. Et puis, alors, il y a surtout le cyclone Hugo. Comment RCI, à un certain moment, était la seule radio à émettre en Guadeloupe, alors que la Guadeloupe était en état de catastrophe totale à cause de cet effroyable cyclone de catégorie 5. C'est ce qui a fait d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est ce qui fait encore aujourd'hui le succès d'estime de RCI en Guadeloupe. Est-ce que vous regrettez un petit peu cette époque du journalisme? Ce que je regrette, c'est l'époque où les journalistes de RCI ou d'autres radios, puisque je raconte aussi au passage, les Guadeloupéens s'en souviennent bien, l'histoire les plus anciens, vous êtes jeunes, mais l'histoire de Radio Jumbo, par exemple, ou encore l'histoire de Radio Antilles. Radio Jumbo émettait de la Dominique, Radio Antilles de Montserrat. Et les journalistes dans ces 3 radios-là avaient faim à l'époque. Quand je dis avaient faim, c'est au propre et au figuré. On avait faim parce qu'on était mal payés, mais on avait faim de ce métier, faim de faire de la radio, faim d'informer les Guadeloupéens et les Martiniquais. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui a disparu. Vous serez demain en séance de dédicace, André Berton, de 10h à 13h à la librairie Général Jazor de Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre le matin et au Moule l'après-midi. L'après-midi. Et qu'est-ce que vous souhaitez alors aux journalistes, aux carrés, aux journalistes qui se présentent maintenant? Je leur souhaite d'avoir envie. Ce n'est pas la peine de les faire telle ou telle école. Ce qu'il faut, c'est avoir envie. Voilà. On peut commencer à la radio ou à la télé en servant les cafés aux journalistes de la rédaction et puis en apprenant le métier sur le tas. Et si on a vraiment envie, on peut y arriver. Et en plus, si on a envie, le public s'en rend compte, le public le sent. Et c'est pour ça qu'on devient un bon journaliste, parce que le public sent que vous avez envie de l'informer. André Berton, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous aimez l'art ? Oui, écoutez, j'ai une fille qui est doctorante à l'Université des Antilles en art plastique, donc je suis obligé d'aimer l'art. Alors, l'artiste J.P. Fronton est en exposition en ce moment à la Maison de l'Art, transformée pour l'occasion en musée-exposition. Son installation s'intitule « Mémoire, notre passé nous ramène au présent », une scénographie qui parle de la traite négrière. On regarde le reportage de Karim Diama. À la Maison de l'Art de Basse-Terre, on retrouve une exposition singulière qui retrace le trajet de milliers d'hommes réduits en esclavage au début du XVe siècle. C'est une exposition que je vais qualifier de voyeur, parce qu'il faut regarder par les petits carreaux pour bien voir tous les détails, parce qu'on passe depuis de l'Afrique, la traversée dans le bateau. On peut voir tous les éléments, même le voilier, un voilier négrier que j'ai reproduit, ça fait une vingtaine d'années, d'un navire négrier qui s'appelle un brick. Il y a aussi les chaînes, on peut voir les chaînes, les cancans. Une mise en scène particulière pour captiver un peu plus l'attention des visiteurs. Je me suis rendu compte que une fois j'ai été dans une exposition à Nantes et j'ai remarqué que les gens qui étaient dans l'exposition avaient aucun respect pour la mémoire d'outre-mer, quoi. L'exposition s'appelle la mémoire d'outre-mer. Et moi j'ai dit, si je fais une exposition, je ferai vraiment en sorte que le lieu soit
disons, dans une pièce où on pourra regarder par des carreaux pour bien visualiser tous les petits détails. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de visiteurs, pas mal aussi de classes qui sont venues. Ils étaient très attentifs parce qu'on est obligé de mettre la main pour bien regarder parce qu'il y a le reflet de l'extérieur qui donne là-dessus. Alors, on est beaucoup plus attentif à regarder cette expo. Outre le fait de vouloir montrer les différents aspects de la traite négrière, J.P. Fronton souhaitait surtout mettre en évidence le manque d'investissement dans ce domaine. Je dis ça avec un grand oui, ça manque et je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est une page de notre histoire, il faut qu'on puisse l'enseigner aux grands et aux petits. Et il faut qu'on puisse l'approprier pour qu'on puisse sortir et aller de l'avant. Avec sa scénographie originale, l'exposition Mémoire ne retrace pas uniquement le parcours des nègres, mais aussi une histoire commune à l'humanité. Et dans le cadre de la 8e édition de première rencontre autour du piano, la ville de Bemao, en partenariat avec l'association Guadeloupe Groove, organise depuis plusieurs ateliers découvertes autour de cet instrument de musique. Les jeunes étaient invités à exercer leurs oreilles et à apprendre à lire les notes sur les partitions en présence du chanteur et pianiste de jazz franco-américain Frank Omsalem. Le reportage est signé Karen Diama. Chanteur et pianiste de jazz, Frank Omsalem est l'un des artistes de renom qui participe aux premières rencontres autour du piano. J'ai joué un peu sur tous les continents. Je joue du jazz, ce qu'on appelle du jazz moderne, mais c'est pas du jazz d'avant-garde, du jazz moderne. Et j'ai toujours été attiré par la musique du Brésil aussi, également. J'ai fait des études classiques. J'ai fait des études de composition. Une passion du jazz qu'il a souhaité partager aujourd'hui avec un public relativement jeune. Voilà, je vais leur parler comme dans une salle de classe en fait, leur parler des origines du blues, voir un petit peu s'ils ont une vague idée de comment c'est né. Comment le blues a commencé? Parce que ce morceau que tu viens de jouer, ça s'appelle un blues. Je vais vous expliquer ce que c'est dans une seconde. Les Noirs américains. Voilà. Donc ce sont les chants des Noirs américains à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et ensuite du principe fondateur de l'improvisation, puisque le jazz c'est ça, et de jouer sans partition bien sûr, et puis essayer de les guider à travers cette connaissance de la musique des débuts du XXe siècle, de la musique américaine. Des préceptes qui ont bien été assimilés par la jeune Émilie, passionnée de piano. Il faut toujours taper des mains pour faire le rythme. Et... D'accord. Alors pourquoi est-ce que tu as voulu venir cet après-midi à l'atelier de musique? Pour apprendre à faire le piano et pour apprendre à faire du piano et écouter le monsieur. C'est donc un petit groupe de 7 enfants qui a pu cet après-midi s'approprier les préceptes d'une sonorité venue d'ailleurs et en même temps si familière. Et eux aussi chantent encore certainement pour célébrer leur victoire. L'équipe de France s'est imposée sur le fil lors du match d'ouverture de l'Euro au Stade de France, 2-1. Vous faisiez certainement partie des milliers de supporters à regarder ce match cet après-midi. Quel est votre favori pour l'Euro 2016? Moïse Dexter vous a posé la question. Mon favori, c'est depuis des années, c'est l'équipe de France. Ça a toujours été ça, on peut dire tout ce qu'on veut, mais moi, pour moi, c'est mon équipe. On t'es bien vu la France. La France? On pense que la France a quand même, ils jouent bien. C'est la France, hein, automatiquement. Longtemps, ils ont fait. Je ne dis pas qu'ils gagneront l'Euro, mais j'espère, en tout cas, je souhaite qu'ils aillent au maximum moins en demi-finale. Il y a des joueurs pour ça. Cette année, c'est la nôtre. Je n'ai pas de pronostic, rien.
Je ne suis pas l'euro, monsieur. La France joue bien, elle a une belle équipe. Donc peut-être, tout peut arriver. Parce que c'est lui qui organise. Parce que je vis dans un pays français. Alors là, qu'il faut que se supporter le pays français. Moi, je suis pour l'Espagne. L'Espagne va gagner ça. L'Espagne. L'Espagne peut-être. Pour le Bravo Basset Messi. Parce que je crois c'est une équipe qui ils ont. Pourquoi l'Espagne? Parce que c'est El Toro. Je suis français, c'est les Français. Hein. Je soutiens l'équipe de France à fond. C'est la France. Obligatoirement la France, parce que nous avons une très belle équipe avec de très jeunes joueurs. Parce que je suis français. Que je suis français. On a raté la Coupe du Monde, mais cette année, je crois que nous allons gagner la Coupe d'Europe parce que nous avons la meilleure équipe d'Europe. Mon joueur préféré, c'est Olivier Giroud. Il y a des acteurs de la Guadeloupe qui participent et j'espère qu'ils seront là présents pour nous. Autre ambiance maintenant, celle de la nature à la Maison de la Mangrove. Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la ville des Abîmes a organisé pendant toute la semaine les journées de l'éco-citoyenneté sur son territoire. Visite guidée avec Linda Kayarsi en présence des jeunes éco-citoyens. On regarde. Dans la forêt marécageuse où nous sommes là, il y a les manglomédailles. C'est bon? Et dans la mangrove, il y a les palétuviers. La zone humide de la Maison de la Mangrove n'a plus de secret pour ses écoliers. Est-ce que vous savez pourquoi il faut prendre soin de la mangrove et de la forêt marécageuse? Non. Dis-moi, toi tu connais. Parce que s'il y a beaucoup d'eau, s'il y a par exemple une grosse vague ou s'il y a beaucoup d'eau, les arbres vont nous protéger. Super, voilà. Vous avez compris? Mais les arbres aussi, ça donne les oxygènes. Hein. Voilà, super. Donc ça donne de l'oxygène. Des écoliers attentifs à leur environnement, tous sont des éco-citoyens dans l'âme. Au-delà des découvertes sur les cahiers, les enfants ils sont directement en relation avec la nature. Et là, ils voient de leurs yeux donc, la mangrove, les palétuviers dont on a parlé pour l'instant qu'en classe. Et ils voient aussi tous les enjeux, donc préserver la mangrove et la biodiversité. Toanaba, un projet écotouristique plein de promesses environnementales. Donc à Toanaba, pour le moment, ce qu'on peut présenter au public, c'est la maison de la mangrove, le bâtiment où il y a à l'intérieur une muséographie sur tout ce qui est zone humide, qui explique un peu le rôle de la zone humide, les fonctions. Il y a également à l'arrière du bâtiment un parcours sur Kaiboti, où on fait traverser à travers la prairie humide la forêt marécageuse. Donc on explique aux gens, au public, les différentes plantes, la végétation, la faune et la flore. Aujourd'hui, il est important pour les acteurs de la ville, des Abîmes mais aussi de l'éducation nationale, de faire du développement durable un enjeu d'avenir. Ce sont nos enfants qui vont véritablement participer activement, plus que leurs parents, à ce grand combat planétaire. Donc pour une ville propre, belle, durable, éco-citoyenne en définitive. Pour l'occasion, des écoliers ont été récompensés pour leur action menée en faveur de l'environnement. Le premier prix du concours des talents du développement durable a été décerné à l'école élémentaire Christy Campbell. C'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. Soyez vigilants si vous devez vous rendre sur la route de Saint-Claude. La circulation sera modifiée ce week-end. Elle sera alternée le samedi et interdite le dimanche de 8h à 17h au niveau du giratoire de Desmarais à Cité-Azincourt. Des modifications dues à des travaux d'enfouissement de réseau. Et puis, si vous voulez donner de votre sang, la collecte mobile sera demain de 8h30 à 13h à Sainte-Rose, sur le parking du Super U de Nogent. C'est la fin de cette édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres de ce vendredi 10 juin. À tout de suite.